Je vais vous présenter assez rapidement le groupe Diana Food et ce que l'on y fait, et puis surtout comment on traite la question de la responsabilité environnementale. Aujourd'hui, la responsabilité environnementale, elle fait vraiment partie de notre business model qui est assez atypique. Nous partons des matières agricoles à partir desquelles nous réalisons des ingrédients. Encore une fois, je vais vous le présenter assez rapidement là d'ici quelques secondes. Mais tout ça pour dire que les matières agricoles sont extrêmement importantes pour nous. Et la question des pesticides, des changements climatiques, de la gestion de la ressource en eau, ce sont des sujets prioritaires qui ont un impact majeur sur notre business. Donc vous l'aurez compris, l'environnement va nous servir, l'environnement va servir l'industriel, et donc notre responsabilité environnementale est prioritaire. Pour faire très court, donc en fait, Diana Food appartient au groupe Diana, qui appartient lui-même au groupe Symrise. Donc Symrise, en fait, c'est un fournisseur, un spécialiste mondial des parfums et des arômes. C'est 3 milliards de chiffres en 2018, c'est 10 000 collaborateurs, 100 sites dans le monde. Et en fait, la spécificité de Symrise est de détenir 3 segments, d'intervenir sur tout ce qui est arôme, tout ce qui est nutrition, avec le groupe Diana, qui se consacre exclusivement à la nutrition, et tout ce qui est parfum et care, donc tout ce qui est soins, pardon. Moi, je vais vous présenter Diana Food. Le segment nutrition, en fait, intervient sur la nutrition humaine avec Diana Food, la nutrition animale pour chiens et chiens avec Diana Pet Food et la nutrition aquaculture avec Diana Aqua. Diana Nova est la structure d'incubation des différents projets à laquelle j'appartiens également. Un point important, donc Diana Food, ça représente à peu près 13% en termes de ressources humaines de l'effectif Symrise. C'est 12 sites industriels dans le monde. Alors, ce qui est intéressant, et je recoupe avec la présentation de Martienne, c'est que les sites sont pensés pour être au plus proche des matières premières et des marchés. Donc là, on se place véritablement dans une logique d'éco-conception, d'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on essaye au minimum de faire voyager les matières premières et au minimum de faire voyager les produits finis. Donc l'idée, c'est vraiment de s'implanter là où il y a les matières premières et là où il y a nos marchés. Encore une fois, pour que les produits que l'on utilise et les produits que l'on fabrique fassent le moins de voyages possible pour émettre le moins de CO2 possible, pour avoir le moins de contraintes possible sur l'environnement. Je vais faire assez court là-dessus, mais notre métier aujourd'hui, c'est de fournir des solutions bien-être. Alors, on ne parle plus d'ingrédients naturels, mais de solutions bien-être à base d'ingrédients naturels. On ne vend pas en direct aux consommateurs, mais on va vendre en fait aux industries agroalimentaires. Les clients qu'on peut avoir sont Nestlé, Unilever, Danone, Mars, etc. Les produits qu'on peut fabriquer sont des purées. Alors, ça va être des purées de bananes que vous allez retrouver dans les petits pots de bébé, des compléments alimentaires avec des extractions de polyphénol qui vont intervenir pour la mémoire. On va faire des crunchy, donc c'est des céréales. On va faire de la couleur pour les yaourts pour remplacer en fait le carmin par de la betterave, et puis des poudres pour des plats préparés. Je pense à la poudre d'oignon, etc. Donc, on se base sur 3 piliers: la santé. Donc, santé des consommateurs, il faut qu'il y ait un bénéfice pour les consommateurs. Le plaisir, c'est extrêmement important. Quand vous mangez quelque chose, vous devez prendre plaisir à manger ça. Et surtout, Martienne l'a évoqué tout à l'heure, la confiance. Il est extrêmement important pour nous de pouvoir donner confiance à nos clients et à nos consommateurs sur nos produits. Donc la confiance, ça passe par notre chaîne amont, la maîtrise de l'amont, la maîtrise de nos achats, mais ça passe également par nos process de fabrication, donc par une logique d'éco-conception. Aujourd'hui, on ne s'alimente qu'avec des sources naturelles, des fruits, des légumes, des produits carnés et marins et des vins et vinaigres. Donc, je vous en parlais en préambule, Diana Food est née exclusivement de la valorisation des coproduits végétaux et carnés. On part du champ et de l'élevage. Alors, je parlais de confiance tout à l'heure. Nous avons des agronomes, en fait, chez Diana Food qui travaillent directement avec les éleveurs et avec les agriculteurs pour établir des cahiers des charges très stricts, pour définir une juste rémunération qui va nous permettre, nous, d'avoir confiance en nos agriculteurs et de permettre de transférer cette chaîne de confiance tout au long de la production de valeur. Au niveau de ces champs ou de ces élevages, on peut retrouver parfois des acteurs amont de la transformation. Donc, je pense notamment au niveau des élevages à des abattoirs. Ces acteurs amont vont générer du non-valorisé. Alors, on est toujours dans du non-valorisé de qualité alimentaire, hein. Il ne sera dans cette présentation aucunement question de plastique ou autre. Je ne parle que d'aliments. Ce non valorisé va nous servir en matière première. Alors,
80%, on se base sur des écarts de tri ou des carcasses de poulet. J'aurais pu tirer un trait directement du champ ou de l'élevage jusqu'aux matières premières parce que aujourd'hui, on développe de plus en plus des contrats culture, donc des contrats en direct avec les agriculteurs, ce qui nous permet d'avoir des cahiers des charges qui répondent complètement à ce que l'on attend, notamment au niveau de la naturalité des ingrédients et de la confiance que l'on souhaite apporter au niveau de nos clients et de nos consommateurs. On rentre nos écarts de tri, on rentre les carcasses. Nous, on a différents process en fait. Alors, j'insiste bien sur des process naturels. On fait de la grosse cuisine, hein, pour faire très simple. C'est exactement pareil que ce que vous pouvez faire chez vous. On va passer ça dans des cocottes minutes. On va récupérer la vapeur, on va enlever la vapeur, on va enlever de l'eau, etc. Notre force aujourd'hui est de préserver le goût et la naturalité en proposant des bénéfices santé. On n'introduit rien en termes d'ingrédients autre que ce qui est déjà naturel, ce qui vient du champ et ce qui vient de l'élevage. Alors, on va produire tout simplement des ingrédients naturels, mais nous allons nous-mêmes également produire des coproduits, donc du non valorisé. Ces coproduits-là, aujourd'hui, nous essayons au maximum de les valoriser. C'est pour ça que je vous parle d'économie circulaire. Donc, on va valoriser en feed, en nutrition animale pour les animaux de rente. Donc, c'est tout ce qui est ovin et bovin, les bœufs, les poules, etc. Cette nutrition va repartir directement à l'élevage. Nous allons également générer en fait des autres process qui ne contiennent aucune charge polluante, mais par contre qui sont très riches en nutriments. Donc, ces autres process vont partir en épandage directement dans les champs. Nous allons également générer en fait des coproduits qui peuvent partir pour notre autre usine, enfin notre autre business model qui est le pet food, donc la nutrition chien et chat. Et tout ce que nous ne pouvons pas valoriser aujourd'hui, mais qui peut d'une manière ou l'autre l'être via la méthanisation, va nous permettre de faire de la revalorisation énergétique en direction des élevages ou de la revalorisation via du biofuel qui va alimenter les camions qui vont venir faire les collectes dans nos usines des coproduits. Alors malheureusement, après tout ça, nous avons toujours du non valorisé. Et aujourd'hui, ce non valorisé, en fait, est extrêmement important pour nous. Je vous dis pourquoi, parce que un tiers de la nourriture produite dans le monde est gaspillée et que nous ne voulons pas faire partie de cette chaîne de gaspillage. Il est de notre devoir de traiter cette problématique. Et donc, ces coproduits non valorisés font partie d'une politique aujourd'hui au sein de Diana Food de recherche de débouchés pour arriver à de la valorisation. Alors, dans l'idéal, food, c'est notre cœur de métier. Maintenant, si nous ne pouvons pas faire du food, nous allons nous diriger vers d'autres marchés. Et c'est là où on retrouve une nouvelle chaîne de valeur. En deux mots, les objectifs environnementaux de Symrise. Alors, ce que vous avez sous les yeux, le tableau vert, ce sont les objectifs qui ont été définis pour 2015-2018, depuis avril 2019, donc c'est tout récent, il y a un mois en arrière. Symrise, donc notre maison mère, a publié de nouveaux objectifs encore plus engageants que nous sommes en train de décliner chez Diana Food, parce que comme nos activités sont différentes, Symrise intervient principalement sur la cosmétique et les parfums et que nous sommes sur un segment nutrition. Nous avons deux mondes parallèles mais différents, dans la mesure où Symrise va utiliser par exemple beaucoup de matières entrantes à base de chimie, et nous allons utiliser beaucoup de matières entrantes à base de naturel, d'ingrédients naturels. Donc en termes de process environnemental, c'est différent, donc nous devons décliner leurs objectifs sur Diana Food. Pour faire court, aujourd'hui, on a 4 sujets prioritaires: réduire les déchets organiques, petit 1, pour un impact environnemental, et apporter de la profitabilité. Il ne faut pas oublier qu'on est une entreprise et notre modèle, c'est quand même de gagner de l'argent. On va améliorer l'efficacité énergétique et décroître l'impact carbone. Encore une fois, parce que nous venons de la terre, des ingrédients naturels, nous sommes dans l'obligation de maîtriser notre énergie et de limiter nos émissions de gaz à effet de serre. On va également limiter tout ce qui est consommation d'eau et charges polluantes dans les eaux de rejet. Donc, on parle de DCO et de DBO5 pour les plus connaisseurs. Encore une fois, nous exploitons la terre, nous faisons exploiter la terre, nous utilisons ces ingrédients naturels. Il est extrêmement important pour nous de ne pas perturber les cycles écologiques qui s'y préparent. Et puis, normal, je reviens sur la partie conformité réglementaire, standardisation des pratiques environnementales. Par standardisation des pratiques environnementales, j'entends déploiement de la norme ISO 14001 sur l'intégralité des sites industriels.
Alors, ce qui nous permet de dire que le projet que je qualifie de no waste, donc qui est de la revalorisation des déchets organiques, fait du sens pour le groupe, mais également pour la société, c'est qu'aujourd'hui, on passe l'intégralité de nos projets, alors qu'ils soient environnementaux ou sociétaux, sur une matrice qu'on appelle la matrice de valeur Symrise, et qui nous permet en fait de voir quelle est la valeur dégagée pour le groupe Symrise, mais également pour la société. Alors, vous voyez mal, hein, je m'en excuse, mais le petit rectangle rouge, en fait, c'est la conservation des ressources. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que la conservation des ressources est un point majeur chez Symrise et un point majeur pour la société. Ça paraît une évidence, mais c'était important de l'avoir sur un schéma. Donc le projet de No Waste, nous aujourd'hui, se matérialise sur la gestion de nos coproduits non valorisés, comme je vous l'ai présenté, mais également sur les coproduits qui pourraient être sujets à une meilleure valorisation environnementale et économique. On parle bien des deux approches. Je rappelle que le développement durable, c'est 3 piliers: l'environnement, l'économie et le social-sociétal. Donc là, on essaye bien de balayer les 3 scopes. Quand je parle de meilleure valorisation, j'entends notamment la méthanisation, parce que je refais un petit focus sur le fait que on gâche un tiers de la production alimentaire mondiale chaque année, excusez-moi. Et cette production alimentaire ne doit pas servir à créer de l'énergie. Elle doit servir à alimenter les populations. Donc, ce qui part aujourd'hui en méthanisation, pour moi, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas acceptable. C'est une voie de débouché, mais c'est une mauvaise voie de débouché. Donc, nous avons l'obligation de trouver des voies de valorisation bien plus acceptables, et notamment sur la partie nutrition humaine. Il me reste 3 minutes, ça va me permettre de développer un petit peu le projet No Waste. Donc là, c'est un exemple. On a déployé sur un site industriel qui est à Béric, donc dans le golfe du Morbihan. Pour les plus connaisseurs, c'est en Bretagne. Je prends en référence l'année 2016. Donc on s'est rendu compte sur le site de Béric qui fait de la production de matière carnée, donc de poulet, que nous générions 1,4 tonne de déchets, entre guillemets, de qualité alimentaire pour 1 tonne de produits finis. Ce n'est pas acceptable. Ça avait un impact énorme sur la génération de déchets, ça a également un impact énorme sur l'environnement, parce que si on génère des résidus industriels qui sont food grade, qui sont de qualité alimentaire, on doit quand même les considérer aujourd'hui pour la plupart comme des déchets, et donc on envoyait des camions sur les routes, venir récupérer nos déchets et les traiter comme tels. Donc on a déployé le projet qu'on a qualifié de No Waste ou de zéro déchet. Ce qu'il est important de voir, c'est le graphique juste en dessous. On a bien scindé entre aujourd'hui ce qui ressort du déchet valorisable en nutrition humaine ou nutrition pet food, de ce qui est du déchet non valorisable en nutrition humaine ou nutrition pet food. Le non valorisable, par exemple, je m'explique, ça peut être les résidus d'os. On ne va pas manger un résidu d'os, ça c'est une évidence. Par contre, ça peut rentrer en tant que matière première dans un nouveau business model, et je reviendrai là-dessus par la suite. Aujourd'hui, si on fait le retour de ce que l'on a gagné et ce que l'on souhaite gagner dans les années à venir, entre 2016 et 2019, on a gagné 370 kilos par tonne de produits finis, donc de déchets, qui ne sont plus traités comme des déchets, mais qui sont traités comme des matières premières. Donc, soit que l'on réintroduit directement dans nos process sur site ou dans d'autres process food sur d'autres sites, qui nous permettent d'augmenter la production de nutrition humaine, soit que l'on a pu éventuellement orienter sur d'autres marchés, et je pense à toute la partie cosmétique, je pense à toute la partie amendement organique, je pense à toute la partie pharmaceutique, c'est extrêmement important. Et ce que l'on voit, c'est que on est gagnant sur tous les tableaux. On a un impact énorme sur la profitabilité, je détruis moins, je génère moins de déchets, donc j'ai un coût moins important. Je vais avoir des ventes additionnelles puisque je vais augmenter ma production, et j'ai une baisse des approvisionnements puisque dans le même temps, pour produire plus, je n'ai pas forcément besoin d'acheter plus puisque je me nourris de mes déchets. J'ai un impact énorme sur l'environnement, on voit une baisse drastique des émissions de CO2 parce qu'on a petit 1 de la réutilisation en interne et petit 2 parce qu'également ces éléments que l'on récupère, donc qui initialement étaient des déchets, qui deviennent de la matière première, ont déjà été processés. Donc, on a un process minime à leur appliquer pour les maintenir en food grade. On diminue de la même manière nos consommations d'eau et bien évidemment, on diminue la génération des déchets.
Un point extrêmement important, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est la génération de nouveaux business models. Ce que l'on voit apparaître et qui est primordial pour nous, pour préparer l'avenir, c'est que autant sur le graphique que vous avez sur la gauche, donc où l'on voit la partie valorisable en food et la partie valorisable en non-food, autant sur la partie bleue, valorisable en food, c'est notre cœur de métier, c'est notre business model actuel. Nous maîtrisons cela très bien, nous savons où nous voulons aller. Par contre, sur la partie rouge, ça fait vraiment partie des choses que l'on défriche aujourd'hui, sur lesquelles nous n'avons pas de compétences, nous n'avions pas de partenariat externe, nous n'avions pas identifié de technologie particulière, et où aujourd'hui, on commence à développer tous ces éléments-là, qui nous permettent de développer de nouvelles matières premières, de trouver de nouveaux partenaires externes aux industries de l'agroalimentaire, et donc de cibler des marchés potentiellement beaucoup plus intéressants pour nous et pour ces partenaires-là. Je m'explique. Le fait d'être intégré au groupe Symrise nous permet de travailler avec une division cosmétique, puisque Symrise va vendre notamment à des partenaires comme L'Oréal. La cosmétique aujourd'hui est majoritairement faite à base de chimie lourde. Le fait de pouvoir apporter des ingrédients naturels va permettre de remplacer la chimie de synthèse par ces ingrédients naturels-là. Ingrédients naturels qui sont pour nous, qui étaient pour nous jusqu'à présent des déchets et donc traités comme tels. Ces ingrédients naturels étant de qualité alimentaire, ça ne pose aucune problématique en termes de passerelle entre le food et la cosmétique. Ce qui est important puisque du coup nous réduisons notre empreinte environnementale et nous allons aider notre client, qui aujourd'hui serait la partie Symrise cosmétique, à réduire sa propre empreinte environnementale en n'utilisant pas de produits de synthèse chimique. Donc, on voit vraiment de nouveaux business models apparaître et c'est ce qui fait la force de ce projet-là, c'est que c'est extrêmement intéressant en interne pour nous, mais c'est également extrêmement intéressant pour l'ensemble des parties prenantes business, mais également l'ensemble des parties prenantes hors business de Diana Food. Pour aller un petit peu plus loin, les prochaines étapes du projet donc, sont d'identifier l'ensemble de nos coproduits. Aujourd'hui, on a appliqué ça sur 3 sites prioritaires. On a identifié plus de 40 coproduits. On imagine qu'on en aura le double. On en verra apparaître le double à la fin de l'année 2019. Donc, ce sont autant de possibilités de limiter l'impact environnemental et d'améliorer la profitabilité pour le groupe. Et puis, on a l'ambition de déployer ce projet sur l'ensemble des sites. Je rappelle 12 sites dans le monde. Ceci dans une logique d'amélioration continue, puisque bien évidemment, le modèle qui fonctionne bien à un endroit donné, il est extrêmement important de le dupliquer et de l'améliorer en permanence. Je n'exclus pas la possibilité, une fois qu'on sera au 12e site, si nous arrivons au 12e site, de nous nourrir des expériences des 11 autres sites précédents pour potentiellement revenir au premier, deuxième ou troisième site sur lesquels nous avons déployé et améliorer notre gestion environnementale au regard des expériences et des compétences que nous aurons acquises. J'ai terminé pour ma part. Je vous remercie. Je suis à votre disposition pour toute question. Merci beaucoup, Monsieur Lenis, pour cette présentation passionnante et qui est vraiment un excellent exemple de gestion de l'environnement et d'économie circulaire à une échelle industrielle. Donc, est-ce que vous avez des questions pour Monsieur Lenis? N'hésitez pas. C'est une question de Karl Siedel. Merci, Karl. Votre argument commercial, des ingrédients naturels qui substituent des matières premières chimiques utilisées actuellement en cosmétique. Mais en termes d'image des produits issus de sous-produits, ose, carcasse, 5e quartier, comment le vendez-vous? Ça peut être sensible en termes d'impact, d'image pour vos clients. Il faut bien l'expliquer. Alors, effectivement, vous avez tout à fait raison. 2 éléments à ça. Donc, une chose que je ne vous ai pas présentée parce que le temps était limité. Aujourd'hui, notre métier est majoritairement axé sur les fruits et légumes. La partie carnée, alors même si elle prend beaucoup d'ampleur ces derniers temps, la partie carnée était quand même beaucoup moins importante. Pour faire simple, j'ai envie de dire 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers fruits et légumes, 1 tiers carné. Donc effectivement, la valorisation en cosméto, notamment donc pour remplacer les molécules chimiques, se fait à 99% via des fruits et légumes. On a une petite activité produits de la mer qui va également interagir avec la partie cosmétique. Pour revenir à votre question concernant le 5e quartier, Os et Carcasse, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, en fait, on passe beaucoup de temps à trouver les bons arguments
pour arriver justement à démystifier un petit peu toute la partie 5e quartier, os, carcasse, qui pourrait être intégrée, non pas en cosmétique, parce que là, pour le coup, il y a les barrières réglementaires, mais qui pourrait être intégrée dans d'autres produits. Je pense notamment à tout ce qui est amendement organique, où là, il y a des passerelles réglementaires que l'on exploite actuellement, mais pour lesquelles nous sommes confrontés à des verrous, j'ai envie de dire humains, donc des verrous liés à la mauvaise compréhension, et puis surtout au fait que on voit beaucoup de choses apparaître sur des crises sanitaires. On parle de vache folle, on parle de maladie du mouton. Là, effectivement, on a un besoin impératif d'expliquer, de travailler avec le client pour démontrer la naturalité et démontrer surtout notre savoir-faire et notre force. J'interviens beaucoup là-dessus, sur le fait qu'en amont, on maîtrise véritablement notre chaîne de valeur et on maîtrise notre produit, notre process amont. Ce qui se passe dans nos usines n'est pas uniquement de nos usines, mais vient également de notre maîtrise de l'amont. Merci beaucoup, Monsieur Lenis. Est-ce que vous pouvez spécifier ce qu'est un amendement organique? Oui, bien sûr, pardon. Alors pour faire simple, c'est de l'engrais en fertilisant. Et oui, Karl, effectivement, verrou psychologique, suite aux multiples crises sanitaires, remarque Karl. Tout à fait. Tout à fait. Le seul moyen d'arriver à maîtriser ça, c'est de maîtriser l'amont. Si vous maîtrisez l'amont et que vous pouvez apporter toutes les preuves nécessaires, là, pour le coup, vous arriverez à faire sauter les verrous. Par contre, si vous n'avez pas de maîtrise de l'amont et donc vous ne pouvez pas apporter la confiance à votre client, je vous rejoins complètement. C'est même pas la peine d'aller plus loin, ça ne marchera pas. En termes de réaction, je vais partir d'une question qui m'a été posée. Qu'est-ce que l'on peut mettre dans le plan de communication? Moi, je viens de voir un bel exemple de communication environnementale sur un écoproduit, mais ça pas seulement regarde, on ne sait pas simplement, quand Monsieur Lunis ne s'est pas simplement concentré sur présenter un produit, mais il a présenté une vision environnementale de la conception, de la chaîne de production, de la chaîne de distribution, de la chaîne de valorisation, mais également de la chaîne de rentabilité de ce produit-là. Et l'éditeur qui me demandait, je vois, c'est Cyril Loiseau, qui me demandait qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans. Il n'y a pas, j'aime toujours dire, j'ai pas de solution miracle. Et effectivement, il faut partir de la déclinaison entrepreneuriale, de la compréhension et de la déclinaison entrepreneuriale de ce que le développement durable veut dire pour elle. Parce que tout ce que M. Lenis vient de présenter, c'est un peu l'entendement de la déclinaison du développement durable dans le processus de production et de productivité de Diana Food. Donc, ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié parce qu'en filigrane, effectivement, ça met en relief certains éléments sur lesquels j'ai insisté tout à l'heure, c'est-à-dire la responsabilité managériale. Il y a une question qui m'a été posée sur le leadership et le système de gestion environnementale. Déjà, rien que d'écouter cette communication, je me rends compte que Diana Food, c'est sans publicité aucune vraiment, mais c'est vraiment pour les besoins de rattacher et de faire comprendre aux uns aux autres combien c'est important d'avoir une réflexion stratégique sur ce que la vision environnementale ou de gestion environnementale de l'entreprise. C'est pas seulement de se dire on va faire un système de SME, mais derrière ce système de SME, quelles sont les contraintes, quelles sont les opportunités et jusqu'où on est capable de soutenir cela. Et vous voyez là, j'ai parlé beaucoup de recherche et développement. Il y avait un outil qui a été présenté à la fin, je ne sais plus quel slide, mais qui montrait un peu comment est-ce qu'on contrôle comment je vais dire ça, la ressource, par exemple. C'est un outil qui a été développé au sein de Diana avec ses différents investisseurs pour contrôler la pérennité de la ressource. Voilà, c'est bien ça, c'est bien cette slide-là, Monsieur Lenis. Donc, c'est vraiment ça qui fait dans cette communication, vous voyez qu'il y a un leadership fort de l'équipe managériale qui a déclenché, qui a fait émerger la recherche et le développement, qui a fait émerger les opportunités d'affaires, qui a fait émerger un certain nombre de... par exemple, j'ai bien aimé la réflexion quand M. Lenis a dit, moi, la méthanisation, le biofuel, c'est bien,
Et nous tous, très souvent, quand on a envie de faire la valorisation des déchets végétaux, par exemple, on pense rapidement à la méthanisation. Mais il dit, peut-être dans le cas dans lequel ce serait une bonne chose la méthanisation, par exemple en Afrique, parce que ça va produire plus d'énergie propre, d'énergie renouvelable. Mais dans le contexte dans lequel dans les sites dans lesquels ça se développe, la méthanisation n'est peut-être pas la chose opportune. Et c'est vraiment ça, comme je disais, de mettre en place des systèmes assez réactifs pour revenir de temps à autre sur le système de management et voir comment la réactivité de l'entreprise continue de faire exploser les opportunités d'affaires. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle l'économie circulaire, l'économie verte, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un peu la réaction à chaud que j'ai par rapport à cette communication et en lien avec deux questions qui étaient restées pendantes. Monsieur Lonis, est-ce que vous voulez dire un mot pour conclure? Alors moi, je vous remercie déjà de nous avoir donné la parole. Je parle au nom de Diana Food. On a vraiment très à cœur, et merci Martienne de l'avoir soulevé, on a vraiment très à cœur ce business model. L'environnement nous permet de vivre, Diana Food, et donc nous avons un retour nécessaire à l'environnement. Et c'est vrai que pour moi aujourd'hui, c'était important de pouvoir vous le présenter comme tel et de passer ce message comme tel, parce que la gestion environnementale ne doit pas se limiter à être à une gestion purement technique et purement réglementaire, mais il faut voir au-delà. Et l'expérience que l'on a et que j'ai souhaité vous transmettre, c'est de voir que si on regarde au-delà, on crée de la valeur environnementale et de la valeur économique.